Bonsoir à tous au cœur de la mêlée ce soir au sommaire bien sûr dans ce magazine spécial au sujet de la Coupe du Monde de rugby sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby bien sûr. Toutes les dernières infos, celles du 15 de France, celles de la compétition. On reviendra bien sûr sur le week-end. Nos consultants sont là pour nous éclairer. Yohan Huget, Andrew Mertens, les anciennes stars, des invités également. Olivier Roumat qui sera avec nous, ancienne deuxième ligne du 15 de France. Bref, vous le voyez, on est prêt parce qu'on va revenir en longueur sur ce troisième week-end de la Coupe du Monde. Et puis bien sûr, des cadeaux à gagner dans l'émission et le fameux jeu Qui je suis, parce que sur Sud Radio, eh bien, il faut avoir une sacrée culture rugby. Vous êtes les bienvenus, merci d'être avec nous au cœur de la mêlée. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir Lucien Gasparac. Bonsoir François. Bonsoir à tous et bonsoir Yohan Huget. Est-ce qu'il est là, Yohan ? Yohan, que je n'entends pas mais que je salue, mais si ça se trouve, voilà, il n'a pas ouvert son micro. Enfin bon, en tout cas, on est là. Bon, on va peut-être tout de suite débuter avant que Yohan et Andrew se connectent ou nous rejoignent dans ce studio. On va tout de suite présenter les dernières infos de la Coupe du Monde. C'est le journal de la Coupe du Monde sur Sud Radio. Les fromages Matok, l'affineur des Pyrénées au cœur de la mêlée, présente Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Alors avant d'aller sur les dernières infos du jour, on va quand même faire un petit point sur les résultats du week-end, parce qu'on n'a pas tous suivi tous les matchs. Ça a démarré quand jeudi, je crois. Jeudi soir. Jeudi, et ça s'est terminé hier soir. On va refaire le point, puisque désormais, en gros, la moitié des rencontres sont disputées. Oui, 24 rencontres sur 48 ont été disputées. On est donc à la moitié de la compétition et on commence à voir les prémices qui se dessinent pour les quarts de finale, les équipes qui seront fannies. Et dans la poule A, le 15 de France a donc écrasé la Namibie jeudi 96-0 et prend la tête de la poule avec 13 points, suivi de l'Italie 10 points et de la Nouvelle-Zélande 5 points. Les Italiens qui l'ont d'ailleurs emporté face aux Uruguayens jeudi soir 38-17 et un match à suivre dans 2 semaines entre la France et l'Italie. Dans la poule B, le groupe de la mort, on a eu le droit à ce match titanesque entre les champions du monde sud-africains et les Irlandais qui a accouché d'une victoire 13-8 pour les Irlandais, un résultat qui nous intéresse au premier chef, oui, on va en puisque reparler, les Sud-Africains seront vraisemblablement notre adversaire, même si, grâce à sa victoire bonifiée contre les Tonga, les Écossais se maintiennent une chance pour se qualifier en quart de finale. Ils se sont offerts un 8e face aux Irlandais, ce sera le 7 octobre. La poule C. La poule C avec ce beau résultat des Portugais que personne n'a vu venir. On les voyait repartir du mondial avec 0 victoire et très peu de points. Ils ont réussi à obtenir un match nul face aux Géorgiens 18-18 dans un stadium de Toulouse qui était en feu. Donc à noter la belle perf de ce petit pousset. Et surtout dans la poule C, c'est bien sûr la débâcle des Australiens qui ont perdu ce match 40-6 face à des Gallois survoltés. Et la qualification des Gallois. Et la qualification des Gallois. Les premiers qualifiés en quart de finale. Et sûrement l'élimination des Australiens, ce n'est pas fait, mais il faudra un concours de circonstances pour qu'ils se qualifient. Et enfin la poule D, avec l'Angleterre qui a disposé des Chiliens assez largement, 71-0. L'Angleterre qui s'envole aussi vers les quarts de finale, même si ce n'est pas fait. Avec un quintuplé. De Harry Arundel. Il y a eu un quadruplé de John Alomou et Andrew Mertens, on pourra en reparler. Mais là, on a vu un quintuplé et c'était le premier, à ma connaissance, meilleur marqueur de l'histoire, en tout cas. Juste, on rappelle aussi la victoire des Argentins qui les maintient plus qu'en vie, qui les place en position de qualifiable dans cette poule D. Victoire face aux Samoans. C'est ça, dans un match âpre, les Argentins qui se sont imposés 19-10. Et donc au classement de cette poule D, ça donne l'Angleterre en tête avec 14 points. Les Samoa et les Japon suivent avec 5 points. L'Argentine avec 4 points. Le Chili avec malheureusement 0 points ferme la marche. Voilà, il va y avoir un Argentine-Japon notamment en dernière journée qui va valoir son pesant d'or. On va saluer Andrew qui est dans notre studio. On est content de vous avoir, Andrew, et on vous salue. On continue le journal de la Coupe du Monde et puis ensuite on développera avec vous et avec Yohan qui doit nous rejoindre également. La course contre la montre qui continue pour un certain Antoine Dupont. On ne parle même plus d'Antoine Dupont, on parle d'Antoine. Tous les gens qui me croisent, même si on ne le connaît pas, on dit Antoine. On s'est rapproché d'Antoine Dupont presque grâce à cette blessure. Et de bonnes nouvelles, enfin, après une fin de semaine un peu terne la semaine dernière concernant l'état de sa mâchoire. Il a été opéré et il va rencontrer en fin de semaine un spécialiste des masques, du protection du visage, pour évoquer avec lui la possibilité de jouer
jouer avec un masque. Alors, il ne faut pas que le masque dépasse les 5 mm d'épaisseur et il ne faut pas que ça gêne le joueur aussi. Donc, c'est pas dit qu'on retrouve Antoine Dupont déguisé en Batman en quart de finale, mais ça pourrait aider à sa convalescence. Et il va revenir aussi avec le 15 de France. Il va réintégrer le groupe. Jeudi, il sera à Aix-en-Provence et il reprendra l'entraînement dimanche. Et évidemment, ce sera des entraînements adaptés, mais ça va faire du bien à tout le groupe de retrouver son capitaine, comme Arthur Vincent a pu en parler en conférence de presse. On l'écoute. Je pense d'avoir Antoine présent, qui, avec nous aux vidéos, avec nous aux entraînements, qui sûrement aussi aura des choses à dire, aura son expertise sur des phases de jeu ou autre à l'entraînement, etc. Donc humainement et aussi tactiquement, parce que même si peut-être au départ il s'entraînera pas avec nous, c'est clair que de pouvoir l'avoir avec nous, c'est important. Ouais. Ouais, et on espère d'autres retours de blessures chez les Bleus. Oui, d'autres bonnes nouvelles, décidément. Julien Marchand, qui est annoncé de retour pour le quart de finale, sa blessure à la cuisse évolue très bien. On espère donc voir le joueur évoluer sous le maillot du 15 de France contre les Italiens la semaine prochaine. Un retour qui arriverait plus vite que prévu et qui va faire du bien en bleu. Tout comme Paul Boudéan, commotionné jeudi soir contre les Namibiens dans un match qui a décidément laissé des traces malgré le 96-0. Et il a passé des examens concluants et il postule donc pour le match de l'Italie. Ouais, 6 octobre, un vendredi. Un qui passe un lundi plus difficile, c'est le sélectionneur australien, un certain Eddie Jones. Oui, Eddie Jones, ciblé par les médias suite à la défaite des Australiens hier, 40-6, comme on le disait. Eddie Jones, voilà, il a perdu sur les 8 derniers matchs où il a piloté la sélection australienne, il a perdu ses 7 derniers matchs et il va probablement être le sélectionneur qui va pas qualifier l'Australie pour la première fois de son histoire en quart de finale. Donc il a été très ciblé par les médias australiens. Ils appellent à son départ. Oui, à la fois les médias australiens, ils aiment bien cibler. Alors on va en reparler avec Andro Mertens, avec Johan Huget. Johan, Johan, tu es là, hein, on est d'accord, Johan, t'es bien arrivé. Je suis toujours là, je vous entends depuis le début, messieurs. Ah d'accord, mais voilà, on a dû avoir un petit problème de liaison. On est content de te retrouver en tout cas, Johan. On a vu un gros week-end, on a redétaillé les résultats, on va les développer avec vous, avec Andrew, avec Johan. Vous restez bien avec nous sur notre antenne de Sud Radio, au cœur de la mêlée. On revient dans un instant. Au cœur de la mêlée sur Sud Radio, le magazine, pour revenir sur toute l'actualité de la Coupe du Monde sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde. Johan Huget est avec nous, Andrew Mertens, nos consultants Sud Radio. Messieurs, quand même, le premier sujet, c'est celui qui a animé le week-end sur lequel on revient, c'est la blessure d'Antoine Dupont. Johan, voilà, il y a cette idée du masque, on sait qu'il a été opéré, on sait qu'il va revenir avec le groupe, bref, c'est plutôt des bonnes nouvelles, mais il y a cette possibilité de jouer. Voilà, on peut jouer avec un masque à ce niveau-là, Johan ? Bonsoir à tous. Juste pour le masque, déjà, je pense qu'il va l'utiliser à l'entraînement pour reprendre un peu plus vite et se protéger parce que les entraînements à haute intensité, même si on fait attention, il va pouvoir s'adapter, il va pouvoir s'habituer. Et si dans lequel cas il s'habitue pas, il pourra jouer sans masque. Il prendra la décision, je pense, au dernier moment concernant ce fameux masque. Ouais, j'imagine, parce que vous êtes quand même assez proche de Antoine Dupont, que peut-être vous lui avez envoyé un petit message, que vous avez échangé avec lui, voilà, sans déflorer bien sûr ce que vous vous êtes dit, mais il est dans quel état d'esprit conquérant, voilà, comme il l'a écrit, touché mais pas coulé. Ouais, c'est Antoine, on a échangé pas mal par message. Et même si j'ai dit il y a un gros événement en France, il y a une vie quand même après, il y a une carrière à gérer, donc faut quand même peser le pour et le contre. Ça, c'était mon message un peu d'amitié, on va dire, parce que voilà, sous la pression populaire, on peut se laisser un peu griser. Mais lui, il était confiant, il était serein, comme d'habitude. C'est un garçon qui vous le voyez, hein, il transmet très peu de choses. Il faut aller le chercher, donc j'avais pas trop envie d'aller le chercher. Je l'ai laissé dans son coin et en tout cas les quelques lignes qu'il m'a écrites, c'est quelqu'un qui est optimiste. Ouais, optimiste. Andrew, comment vous la voyez, vous ? Comment vous la percevez, cette blessure d'Antoine Dupont, qui a été quand même un événement national. Enfin, en France, je ne sais pas si on en parle davantage, même en Nouvelle-Zélande, comment les médias l'ont relaté, mais comment vous l'avez vécu, vous ?
Bon, j'ai vu la chance, la malchance qu'il a eue, et c'était étonnant. Hein, et je me demandais de suite, bon, vu que la Namibie se trouve juste à côté d'Afrique du Sud, il y avait peut-être les Sud-Africains qui ont fait quelque chose, qui ont fait des appels ou je sais pas quoi pour gérer ça, pour créer cette situation. Mais bon, non, c'est dommage. Bon, j'ai un peu, je ressens forcément pour Luku aussi, parce que tout le monde parle de Dupont. Luku, c'est un très bon joueur aussi. Il a beaucoup à faire pour l'équipe française, mais bon, il doit faire son truc en sachant que tout le monde parle toujours d'Antoine Dupont, mais en sachant que tout ce qu'il fait, Dupont, c'est de très haut niveau. J'imagine que quand il va travailler sur la récupération aussi, ça va être de haut niveau. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut revenir avec la moindre possibilité, ça va être lui. Oui, c'est vrai que c'est pas un patient comme un autre, Johan, Antoine. Enfin, vous l'avez vu, notamment, il s'était blessé au genou très peu de temps après son arrivée à Toulouse, quand il avait intégré le Stade Toulousain, Johan. Oui, bien sûr. Il a eu, on va dire, quelques passages aussi à la case infirmerie, mais c'est toujours relevé. C'est un garçon qui est en perpétuelle réflexion, recherche. Donc là, il doit scruter tous les masques possibles et inimaginables pour revenir le mieux, en tout cas, possible. C'est la force d'Antoine, c'est qu'il laisse rien au hasard. Et je peux vous dire que ça va être au-delà du meilleur spécialiste de France. Il y en a un qui arrive aussi, qui s'appelle Antoine Dupont, spécialiste des masques, et il a intérêt à ce que le spécialiste connaisse le sujet par cœur, parce qu'Antoine, il va vraiment le connaître par cœur, le sujet. Oui, c'est-à-dire qu'il est exigeant, même avec les professeurs qu'il a dû voir à Toulouse. Il a dû leur poser 10 000 questions et les challenger, même dans leur domaine, quoi. C'est ce que vous voulez dire, Johan. Exactement, il challenge tout le monde, il veut savoir si la personne qui est en face, à qui il s'adresse, est compétente, et donc du coup il va le chercher dans le moindre détail, mais c'est ce qui fait sa force, en tout respect qu'il a pour la personne en face. Il a besoin de savoir si il est aussi exigeant que lui et s'il peut lui faire confiance, parce qu'Antoine ne donne pas sa confiance non plus à n'importe qui, donc il a besoin de savoir à qui il s'adresse, et d'abord il veut connaître son sujet, et je peux vous dire que les masques, il va les connaître par cœur. Lucien Gasparac. Oui, toi Yohan qui le connaît du coup, Antoine Dupont, alors on parle beaucoup de l'aspect physique, mais est-ce que sur l'aspect psychologique, Antoine va réussir à passer un cap, parce qu'il y a forcément cette appréhension et cette peur que n'importe qui pourra avoir de reprendre un coup sur cette blessure et d'aggraver cette fracture. Non, connaissant Antoine, s'il va sur le terrain, il n'y aura pas d'appréhension. Il va mesurer le danger. Et je pense justement que ce masque-là, il va l'utiliser bien sûr, peut-être en match, mais c'est avant tout à l'entraînement, parce que c'est là où les chocs peuvent être plus intenses, parce qu'avec l'adrénaline peut-être du quart ou de la demi, tout le monde va être à 100%, et c'est pour ça qu'il veut d'abord se protéger à l'entraînement avant de se protéger en match. Voilà, il va prendre bien sûr les étapes de sa convalescence rapide, les unes après les autres, bien évidemment, pour revenir dans cette course. Est-ce que Andrew Mertens, ça va changer un peu s'il revenait, on imagine, avec un masque, voilà, dans un délai peut-être plus court que celui normalement que le commun des mortels prendrait, est-ce qu'il va un peu changer sa façon de jouer? C'est-à-dire, est-ce qu'il va être un demi-mêlée plus relayeur, animateur que puncher comme il peut être parfois? Peut-être, mais pour les autres, peut-être, mais pour lui, je pense pas. Et comme il joue, il va continuer son voie. Pour moi, si c'était moi, évidemment, moi, je jouerais plus pendant un an, je pense. Je sais pas si Johan l'a eu, cette blessure, mais je me rappelle que John Allom, une fois, contre les Français, a eu pareil. Il a pris un choc contre une tête d'un joueur français. De suite, il y avait une trou, ça se voyait de suite dans sa gueule. En 94 ? C'était en 90, c'était en France, pardon, c'était en 2000, en France, je pense. D'accord, ouais, tout à fait. Mais de suite, sa gueule s'est gonflée, c'était horrible, honnêtement, mais j'imagine, il a continué, mais pendant quelques minutes, mais j'imagine que c'est très douloureux.
À la fois, celui qui a dû prendre la tête de Lomou, ça a dû lui faire mal aussi. Oui. Donc, voilà. Nous, on l'ignorait, en tant que Néo-Zélandais, on pense à Cajon. Voilà, c'est sûr. Est-ce que, Johan, tu penses que ça peut changer, entre guillemets, la façon de jouer d'Antoine, ce qui ne veut pas dire qu'il ne sera pas un danger, attention, mais est-ce qu'il, du coup, serait plus un animateur, relayeur, comme il sait le faire aussi, c'est-à-dire un peu s'effacer pour le collectif et être peut-être un peu moins puncher, comme il peut l'être aussi si décisif par moment? Antoine, déjà, je trouve que depuis le début de la Coupe du Monde, il a quand même changé son fusil d'épaule, où même contre la Namibie, on l'a vu distiller pied droit, pied gauche, des transversales, et il était plus dans l'animation que puncher comme on le connaît, parce qu'il sait qu'il a attendu. Donc ce rôle-là, il a accepté, et je pense que Antoine, il joue le feeling, c'est-à-dire que s'il y a un trou qui va se présenter devant lui, il sera obligé de le prendre, il sera obligé de sentir le coup, parce que c'est un garçon qui sent les coups, c'est un garçon qui suit le ballon, on l'appelle le visiteur intérieur, mais il va encore marquer des essais en étant à l'intérieur, ça c'est sûr. Ça va pas changer son jeu, mais je trouve que depuis le début de la compétition, il est plus dans ce rôle-là. Alors les gens sont un peu moins... un peu plus sévère avec lui parce qu'on le voit un peu moins, mais je trouve qu'il est plus dans ce rôle d'animateur déjà. Voilà, en tout cas, je sais pas ce que t'en penses, Johan, mais moi, je connais pas spécialement Antoine Dupont, mais tous les gens qui me croisent et qui donc m'associent de fait au rugby me disent alors Antoine, enfin, tu vois, comme si tout le monde parlait d'Antoine, alors qu'il y a quelques jours c'était Antoine Dupont, mais maintenant c'est Antoine parce que cette histoire, j'ai l'impression qu'elle l'a rapproché dans le cœur des Français. Je sais pas si c'est la même chose pour toi, peut-être. Ouais, c'est ça, c'est que tout le monde veut savoir. Tout le monde veut savoir exactement s'il va bien, parce que ça a quand même été un drame, donc un drame national, j'ai l'impression, parce que tout le monde, le temps s'est arrêté, tout le monde se fout un peu de ce 96-0, et on parle que de la blessure d'Antoine, bien sûr, qui est grave, mais sachant qu'on a quand même des joueurs derrière. Mais tout le monde essaie d'avoir l'information parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Et tout le monde est devenu chirurgien. Tout le monde est devenu chirurgien de la face. Tout le monde a un avis. C'est dangereux, c'est pas dangereux. La santé du joueur, les plaques, etc., etc. Bon, voilà, ça c'est ça aussi. La France. C'est une bonne chose, effectivement. Malgré l'aspect négatif, il y a tout le monde qui en parle. Oui, c'est une storytelling. Pendant ce tournoi, il faut avoir l'engagement, surtout des Français, mais du monde du sport. Ouais. Lucien. Et Andro, est-ce que tu penses que Fabien Galtier va mettre en place une stratégie pour le protéger, que son pack va le protéger? Oui, peut-être. Il y aura de la responsabilité, bien sûr, sur la troisième ligne, effectivement, ou sur les autres avants, pour autour de là, et tout ça, de ne pas laisser être ciblé. Que ce soit un porteur de ballon, que ce soit en le plaquant. Mais bon, tu peux pas tout changer juste pour protéger quelqu'un. Et ils vont le mettre sur le terrain seulement s'il est au niveau de pouvoir jouer. Je pense pas qu'ils peuvent changer beaucoup pour ça, mais les avants vont être conscients du fait que leur neuf, ils sont habitués de protéger le neuf, mais ils vont faire un peu plus d'efforts peut-être. Et les Sud-Africains vont viser, tu penses, Antoine Dupont pour le reblesser? Sauf que bon, heureusement, la tête, c'est difficile à cibler. C'est difficile à cibler. Légalement. Et ça, c'est effectivement, dans son malheur, c'est le bon côté de cette histoire. Allez, on passe tout de suite au coup de gueule de nos consultants. Sud Radio, au cœur de la mêlée. T'es tendu comme une crampe. Mais non, je suis pas tendue. Si t'es tendu. Bah non. Non mais tu t'es vu? Je te trouve grotesque. T'as rien, je ne t'aime pas. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. Je dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. J'en ai marre, ok? Putain, merde! Ah, voilà, c'est le coup de gueule de Andrew Mertens ce soir. Et qu'est-ce qui a retenu votre attention de ce week-end ? En fait, vu que je viens d'arriver depuis Lyon, où j'étais pour le match choc de poule C hier soir, c'est la défaite australienne. Ouais, voilà. Donc, et tout le monde parle d'Eddie Jones, l'entraîneur qui vient d'arriver en Australie ou qui vient de revenir en Australie depuis son départ de l'équipe anglaise.
Mais bon, il est arrivé avec beaucoup de bruit, beaucoup de nationalité, beaucoup de patriotisme et tout ça. Mais après, apparemment, il a reçu un appel cette semaine dernière pour parler au rôle d'entraîneur des Japonais. Donc, c'est commencé avec ça hier, même avant le match. Il parlait d'Eddie Jones, s'il cherche un autre rôle pour partir de l'Australie. Après, ils ont perdu. C'était une grosse défaite contre les Gallois qui ont très bien joué. La plus grosse de leur histoire en Coupe du Monde. Hein. Oui, voilà. Donc, 40-6. Bon, à 10-6, c'était étonnant de voir. Et pour vous, le traitement pour Eddie Jones est trop sévère ? Parce qu'il a été sifflé à chaque apparition sur les écrans, il y a un bashing. Je pense effectivement, bon, je le connais, c'est un bon mec, c'est un très bon entraîneur et tout ça, mais il est agressif. Et surtout dans les conférences de médias, il est agressif. On a vu déjà cette saison qu'il a attaqué la média, il a critiqué la média, il a dit si tu connais pas le rugby, il faut pas me parler. Donc il a ciblé certains journalistes. Cassant. Il n'aime pas bien que tu demandes quelque chose un peu difficile pour lui. Donc, je pense qu'ils ont attendu ce moment-là pour avoir la revanche. Et bon, il lui donne là maintenant. Alors, et c'est excessif selon toi ? Non, je pense pas. Hein. Il dit toujours, il faut me juger sur les résultats. Et bon, il y a eu des mauvais résultats, il y a des mauvaises prestations. Donc, je pense effectivement, en plus, il se demande, les journalistes et la public australienne, ce qui s'est passé pour qu'il arrive. Est-ce qu'il y a une très bonne procédure et tout ça, la gouvernance du sport en Australie, comment ça se passe qu'on puisse mettre en place des prestations comme ça. Donc, ouais, ils ont raison, ils ont le droit de demander de telles choses. Yoann Huget, est-ce que la probable élimination parce qu'il faudrait vraiment un gros faux pas des Fidjiens sur les 2 derniers matchs face aux Géorgiens et aux Portugais, est-ce que l'élimination à venir de l'Australie, est-ce que c'est le naufrage d'Eddie Jones ? Le naufrage, oui. Non, parce qu'il a fait des choix. Il a fait des choix risqués. Il a pris des jeunes. Et est-ce que c'est son échec à lui ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est son échec parce qu'il a fait confiance à certains jeunes et je pense que c'est un peu prématuré. Il est arrivé en urgence. Il aurait dû s'appuyer sur certains cadres, je pense, qui sont là depuis quand même quelques années, qui ont connu l'équipe. Mais au-delà de ça, il a mis un grand coup de balai. Et au vu de la Coupe du Monde qui a approché, je crois, en termes de mois, c'était 6 mois, il aurait fallu qu'il s'appuie sur des tauliers et ces tauliers-là, il les a pas. Et donc aujourd'hui, il met un peu la faute sur les jeunes. Et je trouve ça dommage parce qu'il dit oui, ils seront prêts dans 4 ans. Mais en fait, on ne demande pas à ce que ces jeunes soient prêts dans 4 ans. On lui demande qu'ils soient prêts pour une Coupe du Monde et qu'ils sortent de poule comme ils ont toujours fait. Et c'est un peu nous, en 2019, si on prend notre cas, on était très, très mal. On sortait d'une déculottée face aux Anglais, tout ça. On a fait venir Romain Tamac, Antoine Dupont pour qu'ils aient un peu plus d'expérience et qu'ils soient prêts pour la Coupe du Monde en France. Greg Aldrit aussi. Autour, oui aussi, Thomas Ramos, mais autour, il y avait quand même certains cadres comme Guillaume, Max Médard. On était là pour les encadrer et pour surtout Louis Picamol, on était là pour les amener. Oui, effectivement. On va en reparler bien sûr tout ça tout au long de cette émission. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus. Les réseaux sociaux, Adrien Abadi est là bien sûr pour interagir avec vous sur le hashtag Sud Radio Rugby, sur la chaîne Twitch de Sud Radio. Bref, on est là partout et on est là pour parler rugby pendant cette Coupe du Monde. Andrew Mertens, Yoann Huget et notre invité à venir, Olivier Roumat, avec nous en direct sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous les auditeurs Sud Radio, les passionnés de rugby dans Au cœur de la mêlée, le magazine de la Coupe du Monde sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde, là où vous suivez tous les matchs, bien sûr tous les week-ends en intégralité, avec Alexandre Priam, avec Quentin Cabanis, toute l'équipe bien sûr et tous les consultants, la super team Sud Radio. Et quand il faut du renfort, souvent on a besoin d'avoir du solide. Et ce soir, on a convoqué quand même une légende du 15 de France et un gros gabarit. Voilà, il a notamment joué 62 fois pour le 15 de France. Ça, je me trompe pas, Olivier Roumat qui est avec nous. Salut. Bonsoir François. Ouais. Oui, ça va pour l'instant, c'est bon. Ouais, j'ai pas encore dit le poids, hein. Donc voilà. Mais ça, ça dépend, le poids joueur ou le poids aujourd'hui. Je sais pas. Alors le poids joueur, c'était combien à peu près, Olivier 117. Voilà. Et là, à peu près, il y a une petite inflation. 500.
C'est ça. Voilà. Ah ben c'est sûr que là, il y a peut-être aussi de l'inflation à tous les niveaux en ce moment. C'est ça. C'est pour ça. C'est pour ça l'inflation. Bon, en tout cas, ravi d'être avec toi. Tu as joué 2 Coupes du Monde, la Coupe du Monde 91, la Coupe du Monde 95, celle également que Andrew Mertens a disputée avec les All Blacks. Voilà, toi, tu t'étais arrêté jusqu'en la finale de la 3e place, 3e avec le 15 de France, demi-finale perdue face à l'Afrique du Sud. On y reviendra. Mais quand même, revenons avec toi sur l'actualité. On était en train de débriefer un peu les grands temps forts du week-end. On a parlé d'Antoine Dupont. Je te questionnerai dans quelques instants sur ce sujet. On a parlé des Australiens. Parlons avec toi de ce match entre l'Afrique du Sud et l'Irlande. Voilà, c'était quand même le choc des titans. 13-8 pour les Irlandais. Est-ce que l'Irlande t'a semblé vraiment au-dessus, Olivier ? C'est difficile de dire parce que sur un match 13-8, on a vu 2 équipes incroyables. Je me suis vraiment régalé devant ce match. 2 équipes magnifiques avec des profils différents, avec un combat féroce. Bien évidemment, on savait que l'Afrique du Sud, avec cette avance sur le banc, avait des joueurs incroyables devant, mais on a vu aussi une équipe d'Irlande en étant très solidaire, en gagnant la bataille du jeu au sol, à compenser peut-être ses lacunes, c'est peut-être ses déficits de puissance par ce collectif, à l'image de la province du Leinster. L'équipe d'Irlande joue à la perfection. On a l'impression que tout est huilé autour de Sexton, et même son remplaçant, lorsque Sexton est rentré, ça leur a permis de gagner le match. Mais quelle intensité, quelle férocité dans le jeu, et surtout, moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il y a eu très peu de fautes de part et d'autre. Des mêlées fantastiques où on a vu 2 packs qui s'affrontaient. Vraiment un match pour moi qui est un match d'anthologie. Est-ce que la technique du 7-1, c'est 7 avant sur le banc, un seul 3/4 qui était un demi de mêlée, Cobus Reinhardt, mais 7 avant, on a vu quand même, Johan, l'apport de ce banc, en tout cas sur les mêlées. Je ne demande pas de détailler la technique des mêlées, mais en tout cas la fraîcheur de ce pack qui a remis la pression sur les Irlandais. Ça donne raison quand même au choix de Ninaber et d'Erasmus, Johan. Oui, bien sûr que quand on est adversaire, on voit ce changement de paquet d'aval à la 60e. On va se dire, il faut encore se les coltiner. Un pack tout frais, d'habitude, il y a les piliers qui tirent jusqu'à la 60, 70e. Là, ils sont tous rentrés vers la 55e, une vague de fraîcheur. Mais je reste persuadé que s'ils avaient quand même un buteur, le scénario aurait pu être différent. Voilà, donc 7-1, pour moi, c'est pas un choix judicieux. Voilà. Andrew, est-ce que tu sur ce banc 7-1, voilà, il y a la faillite de Libok qui manque, je crois, 8 points. 8 points. Bon, ça c'est ennuyeux, mais sur ce choix 7 avant, 1 3/4. Oui, c'est marché dans ce match-là. Ils étaient un peu limités, mais bon, ils ont fait confiance. Ils ont mis confiance en surtout Dialende et Kriel au centre pour finir le match. Donc ils ont bien fait, mais c'était un match d'intensité. Donc j'imagine que ça leur donne confiance de pouvoir le faire, continuer à le faire. Mais aussi, ils ont la capacité, toujours les Sud-Africains, de se prendre. On parle tout le temps de comme ils vont étrangler l'autre équipe, mais après ils ont attaqué. Ils ont commencé, ils ont bien démarré le match en attaquant avec Dialende et tout ça. Du coup, ils ont toujours la capacité d'utiliser le ballon. Donc c'est impressionnant. Moi, j'avais des doutes qu'ils puissent continuer à ce niveau qu'ils ont achevé contre la Nouvelle-Zélande et puis au début du tournoi, mais ils continuent, et je pense pour les autres équipes ayant vu Irlande, Afrique du Sud, ils vont commencer à se dire on doit monter notre niveau, honnêtement. Oui, Olivier, c'est quand même toi qui connais très bien le rugby sud-africain pour avoir évolué aux Sharks de Durban dans la foulée de la Coupe du Monde 95. Est-ce que quand même ce 7-1 il te surprend? Tu penses qu'ils vont aller au bout comme ça avec ce dispositif? Bon, d'abord, je voudrais saluer Andrew et Johan parce que je ne savais pas que j'étais avec eux. Bonsoir, Olivier. Salut les gars. Bon, moi, je suis pas surpris parce que le rugby sud-africain est impressionnant de puissance et de joueurs incroyables devant. Moi, j'ai vu des joueurs exceptionnels. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la rentrée de Snyman, premier ballon qu'il prend, il fait passe au contact, deuxième ballon, percé de 30 mètres. Enfin, moi, j'ai rarement vu des deuxièmes lignes qui font ça. 2m07, Snyman. 2m07, il se déplace comme un lapin. Donc après, oui, c'est un risque parce que 7-1, 7 avant, 1 3/4,
c'est un 3/4, c'est un demi-mêlée. C'est sûr que s'ils ont des blessés, je sais pas moi, Colby ou Adrien C ou Krill qui se blessent, ça va être compliqué parce qu'il faudra s'adapter. Maintenant, ils sont sûrs de leur force et c'est une équipe qui ne doute pas. Et moi, je pense que c'est plus l'Afrique du Sud qui a perdu ce match que l'Irlande a gagné parce que la première action de jeu où on voit De Allende qui fait une passe au sol pour Colissi, il met le ballon à la tête. Si l'Afrique du Sud marque 7-0, c'est pas du tout le même match. Alors après, c'est vrai qu'ils ont ce problème de buteur. Mais je pense que les Sud-Africains, de toute façon, ils ne doutent pas. Ils sont sûrs de leur force. Et je pense sincèrement qu'en ayant perdu ce match, pour avoir vu les matchs de 2019, je pense qu'ils sont plus complets. Comme disait Andrew, je pense qu'ils sont capables de jouer derrière avec un triangle derrière qui est exceptionnel. Hein. Colby, Adrien C et William C qui est énorme derrière. Donc ils sont capables de jouer. Donc méfions-nous de ne résumer le jeu sud-africain qu'à la puissance de leurs armes parce qu'ils sont capables de jouer et ils l'ont montré contre les Blacks. Et ils le montreront aussi dans les prochains matchs. Oui, aussi, est-ce que ce qui n'est pas un peu antinomique, c'est d'avoir ce 7-1 qui permet de faire entrer quasiment un pack entier et de ne pas avoir de buteur fiable et de niveau international, puisque avoir un 7-1, c'est remporter des mêlées et récupérer des pénalités pour... Pollard devrait rentrer contre les Tonga, il y a aussi l'arrivée de Pollard qui peut changer, mais... En marchant. Il va jouer en marchant. Pollard, il va rentrer contre les Tonga en marchant et il jouera le quart de finale contre sûrement la France. Mais je pense que M. Nilabert n'est pas quand même fou, il connaît un peu le rugby. Et il sait très bien que même si vous avez la meilleure équipe de la planète, si vous n'avez pas un buteur de classe internationale, on ne peut pas gagner un match à ce niveau-là. Donc je pense qu'ils vont rectifier le tir déjà contre les Tonga. Andrew. Oui, je suis absolument d'accord. On a déjà vu certains matchs où le buter c'était très important, dont Fidji contre Australie. Il y a une semaine, c'était pas une force des Fidjiens de l'époque et tout ça, mais ils ont continué à marquer 3 points, mettre de la pression niveau score contre les Australiens. On a vu même Portugal qui cherchait leur première victoire dans une Coupe du Monde qui aurait été super, mais ils ont raté à la fin. Et on a vu hier soir Australie qui aurait pu être à 10-9 contre les Gallois. Ils ont cherché la touche, même si j'adore voir la touche, les essais des talonneurs, surtout grâce au boulot des deuxièmes lignes comme Olivier, mais les talonneurs qui en profitent maintenant. Mais j'adore ça, mais bon, ils auraient pu faire les 3 points, c'est important. Là, ils ont fait une grosse erreur. Enfin, c'est une parenthèse australienne là, dans notre page sud-africaine, mais ils ont fait une grosse erreur tactique parce qu'il fallait rester au contact au score là. Et c'est curieux d'ailleurs cette erreur. Et les Gallois, ils ont continué à faire exactement pareil. Ils ont tapé, buté, et ils ont continué à marquer des points. Bon, et après, c'était une chose hors norme de voir la ligne, la touche australienne, de faire une faute comme ça. Mais bon, ils ont perdu. Après, il y avait un 50-20. 22-22. 22-20, oui, exactement. D'un avant, c'est incroyable. On retourne sur ce match entre ce choc des Titans Irlande-Afrique du Sud quand même. Olivier Rouma, tu as nugé. Moi, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, Olivier. 5 ballons perdus par l'alignement irlandais, les 5 premières touches quand même en début de match. Et moi, j'avais jamais vu ça. Et surtout, on a vu quand même le talonneur Kelleher s'en remettre au final et rectifier le tir, alors que psychologiquement, ça devait quand même tourner dans la tronche. Hein. Absolument. Après, moi, je note qu'au niveau international, on a très peu d'alignements qui comptent, notamment près des lignes. Et là, on a vu les Sud-Africains qui montaient 2 blocs de sauteurs, Monster et Etzebeth, ou Etzebeth en milieu et Peter Steph du toit au fond. Donc c'est rare quand même, quand vous êtes à 10-15 mètres de votre ligne, souvent, qu'est-ce qu'on entend? On défend en bas, c'est-à-dire qu'on ne saute pas pour éviter de prendre un maul et de se faire enfoncer. Et là, les Springboks, ils avaient bien identifié les touches irlandaises, ils ont contré. Donc c'est vrai que quand tu as 2 blocs de saut, c'est-à-dire 2 sauteurs qui montent levés par les lifters, pour le talonneur adverse, c'est compliqué, parce que surtout en plus, eux, ils sont assez grands, voire très grands. Et donc, ils les ont perturbés. Malgré tout, l'Irlande a su rectifier le tir, parce qu'au bout de 20 minutes, ils avaient trouvé la parade, où ils faisaient des feintes de saut, après ils bougeaient. Donc là, ils ont eu leur ballon, et sur la fin du match, ils ont eu des touches très importantes, l'Irlande. Donc c'est là où j'ai vu que c'était une très grande équipe, parce qu'ils sont capables, en étant dominés dans un secteur, de pouvoir trouver la parade et de compenser par des combinaisons différentes qui leur ont permis de rester dans le match. Mais c'est vrai que
quand on voit ça au niveau international, 5 premiers ballons lancés irlandais, 5 récupérations sud-africaines, ben moi je me régalais parce que c'était mon truc. Donc moi j'adore ce genre de truc. Et notamment, je trouve aberrant qu'on puisse pas au moins monter un bloc de saut à 5 mètres de ta ligne. Parce que si tu l'élèves, le premier sauteur, imagine le lanceur, il doit lancer à au moins 4 mètres de haut. Et il est à 6 mètres du sauteur qui contre. Donc c'est compliqué pour un lanceur. Hein. Ouais, et c'est vrai que. Moi j'aime bien ça, mais bon. Johan, une réaction sur l'analyse d'Olivier. C'est vrai que ça a été un début de match assez surprenant quand même. Hein. Assez surprenant, bien sûr, quand on sait la qualité, la précision sur ces lancements qu'ont les Irlandais à avoir à chaque fois, chaque match, une tactique bien précise pour l'adversaire. Donc déjà, cette rampe de lancement, sur les 5 premiers ballons, ils l'ont pas eu. Et deuxièmement, ce que j'aimais, c'est leur résilience. Ils sont revenus, ils ont retrouvé des touches, ils ont réduit leurs touches, ils ont trouvé un ajustement. Et ça, je trouvais que c'était fort parce que s'ils ne prenaient pas les touches à ce moment-là, ils envoyaient quand même un message de faiblesse à l'Afrique du Sud. Et franchement, ils ont réussi à trouver, il y a une touche à 5 mètres de la ligne où ils sont en réduite. Je me suis dit, ils sont vraiment forts sur leurs fondamentaux et leur force, c'est de croire en ce qu'ils font. Oui, et à noter aussi quand même un des gestes, peut-être une des images fortes de ce match entre l'Irlande et l'Afrique du Sud, c'est quand on voit Eben Etzebeth 2,03 m bloqué en l'air par James Lowe et pour créer un maul. Moi j'avais rarement vu ça aussi, en tout cas c'était une image assez exceptionnelle et qui récupère quand même sur la vigueur de ce plaquage et puis derrière le travail collectif de soutien du plaqueur et qui ont récupéré quand même le ballon pour créer un maul improductif, c'est quand même assez impressionnant. Hein. De la même façon qu'il y a eu 2 ou 3 mêlées où les Sud-Africains ont vraiment pris le dessus. Ah oui, impressionnant l'intelligence irlandaise, c'est surtout on talonne vite et Doris, numéro 8, ramassait le ballon et sortait vite les ballons des mêlées. Donc l'arbitre n'avait même pas le temps de siffler pénalité pour les Springboks parce que le ballon sortait. Donc on sait très bien qu'au niveau international, les arbitres regardent le ballon et pas forcément la position des premières lignes. Donc comme disait Johan, moi je suis impressionné par cette capacité à s'adapter de l'Irlande où ils ont un problème, ils mettent un certain temps et puis ils le règlent. Donc c'est là où on voit qu'ils ont énormément progressé, ne serait-ce que par rapport à il y a 4 ans. Et c'est vrai que c'est une équipe qui est en confiance. Et Sexton, ils ont essayé de l'attraper, ils n'y sont pas arrivés. Et, Allende, il a réussi quand même, hein, à un moment. Ouais, il a pris Ringrose. Il a pris Ringrose et après... Le premier ruck, je ne sais pas si vous vous souvenez, le premier ruck, Van der Flier, il vient au contre-ruck. Il prend une marée, il gicle à 5 mètres du ruck. Bon, là, j'ai dit quand même, il faut être gainé pour ce genre de match. Là, il faut être gainé. Ouais, il faut être très gainé. Et il faut être gainé aussi pour, comme Antoine Dupont, on en parlait tout à l'heure avec Johan et Andrew, avant que tu nous rejoignes, Olivier Roumat. Antoine Dupont, jouant avec une fracture et des plaques et peut-être un masque. Toi, t'y crois? Comment tu sens les choses? Je ne peux pas trop parler parce que là, déjà, c'est Antoine qui prendra la décision en fonction des différents staffs médicaux. Je pense que le staff d'équipe de France, le staff médical est compétent. Est-ce qu'il y aura une consolidation de sa fracture pour le fameux quart de finale? Est-ce que si elle n'est pas tout à fait à 100%, on lui laissera la possibilité de choisir? Et donc, est-ce qu'il jouera avec un masque ou pas? Est-ce que lui prendra le risque ou la décision de jouer? Ça, je ne peux pas le savoir. Mais c'est sûr que si Antoine peut jouer, il faut qu'il joue, bien sûr, parce qu'il amène tellement, pas seulement que à l'équipe de France, mais c'est surtout une crainte de l'adversaire. Les joueurs qui jouent en face de lui, croyez-moi, quand vous avez Antoine Dupont, vous jouez troisième ligne, c'est l'impact qu'il a sur l'adversaire. C'est pas que l'impact qu'il a sur l'équipe de France. Donc s'il peut jouer, oui, bien sûr qu'il faut qu'il joue. Après, lui est assez grand pour prendre la décision. Bon, d'après ce qui se dessine, on a l'impression qu'il veut jouer, quoi. En fait, de ce que je lis, de ce que j'entends. Oui, je sais pas. Ou pas. Oui, tout à fait. Et quand on voit son message, il est souvent, il prend pas beaucoup la parole, et quand il la prend, il est souvent tranchant. Quand on voit son message, on sent quand même qu'il est motivé. Vous qui êtes le papa d'un joueur, Alexandre, qui joue au Stade Toulousain et donc qui joue à très haut niveau, voilà, il y a aussi la santé du joueur qui, quand on est parent, comment on se situe là? C'est pas évident. Bon, quand on est parent, quand on est le papa, ça va, parce que j'ai joué au rugby, donc, mais c'est plutôt la maman qui est inquiète quand elle le voit jouer à Alexandre. Mais oui, c'est sûr. Mais après, la décision, in fine, revient toujours au joueur. Et je comprends qu'Antoine, un quart de finale Coupe du Monde contre, a priori, l'Afrique du Sud,
au Stade de France avec le public, ça arrive une fois dans une vie, donc je comprends qu'il veuille jouer. Alors je sais pas, est-ce qu'il va avoir le droit de jouer avec un masque, parce qu'il y a des règlements World Rugby qui empêchent de jouer avec un masque en dur. Est-ce que ça sera un masque en mousse? Est-ce qu'il aura la vision à 100%, la vision périphérique? Je sais pas trop, là. Je ne peux pas trop répondre. Tout à fait. Même si depuis jeudi, on est tous chirurgiens, on est tous, tous spécialistes des masques. Voilà. Ils ont fait parler Imanol Nordoki. Imanol, il a joué avec un masque en mousse en demi-finale Coupe d'Europe. Donc Imanol, il est bien gentil, mais bon, c'était le nez, quoi. C'était pas le maxillaire avec la zone de l'œil qui peut. C'est dangereux quand même. Il y a la zone de l'œil quand même, pas loin. Oui, tout à fait. Et effectivement, la santé du joueur prime. Je peux pas vous laisser, Olivier, sans quand même faire une allusion à cette Coupe du Monde 95 que vous avez partagé avec Andrew Mertens. Et vous n'êtes pas retrouvé en finale, mais c'était. J'aurais bien aimé. Mais je sais, 19-15 dans cette rizière de Durban, tout le monde s'en souvient, bien sûr, face aux Sud-Africains. Voilà, peut-être que c'est une revanche face aux Sud-Af qui se profile là dans le quart de finale finalement. Non, je pense pas. À distance historique. Non, la revanche, non, il n'y a pas un sentiment de revanche. Je pense que les joueurs français sont conscients de leur force. Ils savent très bien que ça sera très dur, mais comme tous les quarts de finale Coupe du Monde. Mais on a des arguments, hein. On a des buteurs d'exception. On a quand même Thomas Ramos qui marche sur l'eau. On a un pack qui est très puissant. Si on a la chance d'avoir Antoine, bon, je pense qu'on est supérieur à eux sur la charnière. Donc non, ça sera vraiment du 50-50. Après, oui, à un moment donné, il faut bien quand même battre des grandes équipes si on veut être champion du monde. C'est vrai. On ne pourra pas jouer le Portugal en quart, l'Écosse en demi et la Tanzanie en finale. Ça ne marchera pas, ça. Non, c'est vrai. Donc effectivement, il faut que ça commence dès les quarts de finale, match éliminatoire. Juste quand même, l'anecdote de la troisième mi-temps. Que j'ai pour le Portugal. Bien sûr, Patrice et David Gérard, gros travail. Oui, juste quand même, en quelques secondes, l'anecdote de la troisième mi-temps avec les Anglais en 95 après la finale de la troisième place. C'est-à-dire que pendant des années, ils nous avaient un peu conspués, puisqu'on ne gagnait plus depuis quelques années. Et c'est parti avec Laurent Benezèche qui a commencé à me renverser une boîte entière de ketchup sur la tête. Et puis après, on s'est rendu avec de la bière, avec toutes sortes d'alcool. Il y avait les Anglais qui étaient au milieu, donc ça a fini un pugilat géant. Mais ça, pas avec les poings, hein, juste avec quelques petites bouteilles. Et comme les Anglais nous avaient branchés pendant des années, ils sont venus nous voir. Et je me souviens cette petite passe d'armes entre Jean-Michel Gonzalez et le talonneur, là, Brian Moore, qui lui a dit bon, c'est vrai, on vous a insulté, on vous a pourri pendant des années. Donc ce soir, c'est nous qui régalons. Et ils nous ont payé à boire toute la soirée, on n'a pas sorti un centime. Ce qui est avantagé d'ailleurs Philippe Saint-André, qui est un gros radin. Qui était le capitaine de l'époque, voilà. Super anecdote, et en tout cas ça avait été une super épopée. Et vous avez été contraint d'aller voir, mais c'était aussi un moment d'histoire, cette finale au Kings Park. Non, c'était à Johannesburg, pardon. Ellis Park, entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. On pleurait parce que quand on a vu rentrer les Sud-Africains et les All Blacks avec Andrew, et on pleurait parce que nous, ce qu'on voulait, c'était jouer les Blacks. On les avait battus 2 fois en 94 et notre objectif, c'était d'aller au bout et de jouer les Blacks, parce qu'une finale France All Blacks, ça a de la gueule. Et on pleurait aux hymnes parce qu'on se regardait, on s'est dit que c'est d'être nous qui devrions être au milieu du terrain. Et puis voilà. Et puis après, l'histoire a fait que Stransky a passé le drop et que les Box sont champions. Donc voilà. Mais ça fait partie du rugby. Mais c'est un grand souvenir. Hein. Enfin, on a eu de la déception sur le moment, mais ça reste un grand moment. Bon, merci Andrew, peut-être. Avec plaisir. C'est aussi un grand moment pour vous, même malgré la défaite, avec le temps. Ouais, bon, non, c'est toujours, il y a toujours la douleur, mais bon, c'était un super tournoi. J'étais déçu de ne pas croiser. Bon. On a croisé les Français dans un bar lors des quarts de finale. On a gagné les Écossais. Mais il n'y avait pas de ketchup. Mais ouais, voilà. Mais les Français, ils étaient au même bar. Ils étaient très cool. Moi, j'étais dans ma première année de jouer en international. J'étais un fan avec les Français. Il y avait Saint-André qui était là. Il y a évidemment les gros comme les grands comme Olivier. Mais c'est super. Dommage qu'on ne s'est pas croisé. Tu te souviens, Andrew, avant les demi-finales, on était au même hôtel à Pretoria.
Oui, c'est ça, Les exactement. Blacks étaient au même hôtel. Et je me souviens, on va à la piscine de l'hôtel avec Saint-André et Laurent Cabane. Et on se met, tu vois, dans la piscine, tranquille. Et là, on voit arriver Jonah. Jonah qui arrive. Donc Jonah, il nous disait bonjour avec les arcades. Tu vois, il parlait pas. Et là, il enlève le t-shirt, il se met un maillot de bain. On l'a vu rentrer dans la piscine. Ouf. Je lui ai dit à Philippe Saint-André, écoute, à la muscu tout de suite. Là, ah, mais j'ai jamais vu ça. Non, mais Johan, c'est un truc de fou. Tu t'imagines pas. 1,96, 115 kilos, pas un pic de gras, 11 secondes de 100 mètres. Ah, c'est un truc de fou. Ouais. Je mens, Andrew, ou je raconte ce que je dis, c'est vrai? Oui, absolument. Ouais, mais c'est pour ça que tout le monde me cherche pendant la haka. On veut pas trouver les yeux de Jonah. C'est moi qui est cherché par les autres joueurs. J'avais jamais vu ça de ma vie. J'avais jamais vu ça. Non. Allez, on est un petit peu en retard sur notre mais c'est tellement bon. On aura pour rappeler ces souvenirs. Merci Olivier d'avoir été avec nous. Cette analyse, ces anecdotes, c'est ça aussi notre esprit rugby dans Au cœur de la mêlée. À bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Johan et Andrew sont toujours là, bien sûr. Et on se retrouve dans un instant. Le qui je suis, bien sûr. Et puis on va aussi parler arbitrage avec Laurent Cardona. On va jouer dans quelques instants avec qui je suis, bien sûr, mais on va essayer aussi de terminer ce débrief du week-end en sachant, en connaissant aussi tout de l'arbitrage, parce qu'il y a quelques décisions qui nous ont un petit peu surpris à nous, les Béotiens, mais également à Andrew et Johan. On accueille pour cela Laurent Cardona. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Vous voulez mon sifflet? Non, pas du tout. Bon, alors laissez-moi faire. Merci, monsieur. Ça, c'est la règle. Ça, c'est le sifflet. Une fois que ça a retenti, c'est terminé, on ne chambre pas. Si tout le monde parle et tout le monde est en train d'expliquer les règles de mon sport, ça va vite m'agacer. Vous voulez mon sifflet? Si vous voulez mon sifflet, je vous le laisse. Ouais, moi j'ai jamais voulu le siffler, mais en tout cas l'analyse de Laurent Cardona, bonsoir Laurent, va nous intéresser bonsoir. Notamment sur cette décision de Ben O'Keefe à la fin du match entre l'Irlande et l'Afrique du Sud, le gros match. Il y a un ballon porté sud-africain, 5 points de retard, la possibilité peut-être pour les Sud-Africains de marquer un essai, et Monsieur Ben O'Keefe ne valide pas le fait que le ballon sorte pour ce maul. Voilà, il estime que le maul est improductif. Ouais, tout à fait, François. Il a clairement considéré que le ballon avait mis trop de temps à sortir et sa décision a été prise avant même que le ballon soit visible. Alors, on peut peut-être lui reprocher de ne pas avoir attendu une seconde de plus, probablement, mais le ballon avait été déjà enterré depuis plusieurs secondes. Donc, sa décision semble toute logique. Et d'ailleurs, on voit bien les Sud-Africains à peine contester sa décision. Et voilà, donc le match se clôture là-dessus, mais la décision me semble vraiment logique sur ce maul. Andrew et Johan, réaction pour vous sur la décision de Ben O'Keefe à la fin? Mieux Johan, pour toi s'il te plaît, parce que moi j'étais au match, j'ai pas eu l'occasion de le voir sur la télé, donc. Non, mais moi je l'ai vu et c'est vrai qu'on se dit que le ballon est en train d'arriver. Donc entre le moment où il siffle et le ballon arrive après. Si je suis côté irlandais, je dis que l'arbitre a raison, et sud-africain, je dis qu'il a sifflé un peu trop vite, parce que le ballon quand même, on sentait qu'il allait arriver, et je trouve dommage parce que voilà, pour le suspense, mais bon, c'est peut-être la règle, je la connais pas encore parfaitement. Hein. Non, mais t'as pas tort, hein, t'as pas tort dans ce que tu dis. Je sais pas s'il y a une bonne décision de prise, c'est-à-dire que elle me semble logique par les secondes qui se sont écoulées, mais effectivement, comme je l'ai dit, tu vois, il aurait pu attendre peut-être une seconde de plus qui aurait permis le ballon d'émerger. Il a considéré que non, voilà. C'est vraiment, ça a été son choix. Oui, ça dépend aussi du choix sur lequel il se met à, on va dire, quand on regarde l'image à droite du maul, peut-être s'il était resté à gauche, peut-être qu'il aurait, voilà. Mais bon, ça se joue aussi à ça, et c'est le haut niveau aussi dans l'arbitrage. Autre question, Laurent Cardona, aurait-il fallu demander la vidéo sur l'essai de McHansen, l'Irlandais, qui frise la ligne de l'embut là? Non, parce que aux premières images, on entend Ben O'Keefe échanger quand même avec son arbitre vidéo. J'ai eu le doute moi aussi quand j'ai vu la situation, mais au final, non, on voit bien qu'il aplatit d'abord avant de toucher la ligne de ballon mort. Donc, il n'y avait pas de doute. Et même s'ils n'ont pas appelé la vidéo officiellement, il y a eu quand même un échange entre l'arbitre vidéo et Ben O'Keefe qui a validé cette situation sans prendre du temps, sans alourdir le match par un appel vidéo qui aurait peut-être duré 1 minute 30.